là. Yo! Salut Val! Bonjour Marilyn! Ciao Lieto! Ciao Carla! Good! Bon, pour commencer, le son est bon? Est-ce que le son est bon? Ah, on va mettre de l'autre, dans l'autre côté, ici, comme ça. Ça ici. Oups. Salut groupe, est-ce que le son est bon? Bon, je sais pas si le son est bon, mais je pense que je vois pas mes commentaires. Je vais aller voir ça ici. Oui, ah, salut Maïtacha. Bonjour Chantal, bonjour, merci Marilyn. Cool, excellent. Bon, je sais pas pourquoi ici les commentaires ne se mettent pas à jour. Mais bon, je vais mettre ça ici à la place. Ok, on va attendre un petit peu, encore 2 minutes. Laisser le temps aux gens d'arriver. Ok. Ouais, ça c'est pas le fun. Si je retourne là. Oui, Carole, ça, l'aspirateur, c'est les fans de mon ordi. Ils vont se calmer, là. Je suis désolé. Je pourrais faire ça, déplacer ma caméra un peu. Est-ce que je vais brasser un peu? OK. Bon, ben, on va commencer. Le seul problème, c'est que je vois pas vos commentaires apparaître. Je sais pas pourquoi ça se met pas à jour. Seigneur. Cette fois-ci, c'est pas de ma faute.
Donc, je vais être obligé de faire ça ici, comme ça. Bonjour, ma vie en low carb. Ouais, commentaire en temps réel. Ah, si je fais ça comme ça. Ok, je vais voir si ça fonctionne. Euh, moi je le fasse comme ça. Et je m'excuse, gang, je parle tout seul. Bonjour Sylviane. Juste m'envoyer. Ouais, celui-là, il se met pas à jour pendant tout, là. C'est vraiment pas le fun, ça. Si je fais ça, non? Ah, les là! Bon, ok. Fait que j'ai réussi à corriger. Parfait, excellent. Fait que je peux oublier ça ici. Good. Fait que, bonjour gang, on va commencer. J'ai une vingtaine de personnes. Fait que ça fait déjà une couple de minutes que je niaise avec ça. Carole, est-ce que le bruit de l'aspirateur a diminué? Et bonjour Sidibou. Bonjour Françoise. OK. Ça fait que, dans le fond, ah cool, c'est beau Carla. Donc, c'est ça. Ce que je voulais faire aujourd'hui, la première chose que je voulais faire, c'était, je voulais faire une présentation sur le sport dans le monde, dans le faible en glucides. Cependant, j'ai pas eu le temps finalement hier de finir toute ma présentation au complet. Donc, je vais la remettre à la semaine prochaine, celle-là. De toute façon, ce que je voulais faire aussi, c'était de vous parler d'autres choses avant, parce que durant la semaine, j'ai eu beaucoup de monde. Bonjour, Janie. Salut Karine. J'ai eu beaucoup de gens qui sont venus me voir parce qu'il y a des problèmes de diarrhée. C'est qu'on va parler de diarrhée à midi. Ça va être intéressant comme sujet. Et c'est ça, je vais faire un Facebook Live un peu moins long aujourd'hui. En tout cas, je vais essayer. Mais en théorie, j'ai pas beaucoup de matériel, donc je ne devrais pas faire 2 heures. Et on va faire ça sur principalement les problèmes que que vous pouvez, excusez-moi, rencontrer en mode carnivore. Et je vais vous donner plus la chance de poser des questions aussi à la fin du live. D'après moi, là, peut-être si je parle après une vingtaine de minutes et après ça qu'on pose des questions, on devrait être bon pour faire probablement une quarantaine de minutes, là, maximum 1 heure, d'après moi. Donc, c'est ça. Et l'histoire, bon, de la diarrhée, je l'ai déjà fait avant, mais je me souvenais plus exactement dans quel Facebook Live et tout. Et donc, j'ai décidé de le refaire quand même. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez, euh, lorsque vous faites un test avec l'alimentation carnivore, que vous essayez l'alimentation carnivore, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que vous pouvez avoir une bonne diarrhée et que cette diarrhée-là puisse même continuer pendant un certain temps. OK? La première chose, quand vous adoptez une alimentation carnivore et que vous vous ramassez avec une diarrhée, la première chose à faire, c'est de couper, si vous en prenez, le magnésium. OK? Et aussi, ce que je voudrais préciser encore, je l'ai précisé dans une publication dans le groupe hier ou aujourd'hui, c'est que si vous n'avez pas, en général, de symptômes de manque de magnésium, ça veut dire que vous n'avez pas de crampes dans les mollets, pas de crampes dans les orteils, spécialement durant la nuit, tout ça, et ou d'autres symptômes comme des fois il y a certaines personnes qui peuvent avoir mal à la tête un peu et que le magnésium va les soulager. Mais si vous n'avez aucun symptôme, que vous prenez ça juste parce que vous avez vu dans un groupe à un moment donné que de facto, en céto, il fallait prendre du magnésium, donc vous avez pris du magnésium, alors arrêtez ça.
le magnésium, puis encore, il y a quelqu'un justement qui a rapporté qu'il avait eu des problèmes, puis qui avait coupé le magnésium, puis que les problèmes étaient disparus. Le magnésium, il y a énormément de gens qui ont des problèmes lorsqu'ils prennent du magnésium en supplément. Et si vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez pas à prendre de supplément. OK? Donc, si vous, et la seule raison, dans le seul contexte, je m'excuse, que vous devez prendre du magnésium, que ça peut vous aider si vous n'avez pas de symptômes, c'est si vous êtes diabétique de type 2. Pourquoi? Parce qu'il y a de nombreuses études qui ont démontré que le magnésium en supplément dans le contexte du diabète de type 2, puis on ne parle pas d'études qui ont été financées par des compagnies qui fabriquent des suppléments alimentaires, mais bien des études faites par des médecins et ainsi de suite, qui ont démontré qu'il y avait un bénéfice, une réduction de la résistance à l'insuline, augmentation de la sensibilité à l'insuline lorsque les gens prenaient le magnésium. Quel genre de problème au niveau du magnésium? C'est de toutes sortes. Je vais revenir sur ça. Donc, c'est les seules personnes qui devraient prendre du magnésium de facto. Okay? Si vous n'avez pas de diabète de type 2, que vous êtes, vous êtes juste, vous faites l'alimentation céto parce que vous voulez perdre du poids, améliorer votre santé et tout ça, vous n'avez pas besoin de prendre de magnésium de facto. Et donc, si vous avez de la diarrhée, la première chose à couper, c'est le magnésium, même si quand vous étiez céto-omnivore, puis en passant pour tout le monde, céto-omnivore, ou quand je dis omnivore, je veux toujours dire céto-omnivore. Donc, quand je parle de quelqu'un qui est omnivore dans le groupe, je parle de quelqu'un qui est omnivore, mais céto-omnivore. Donc, c'est quoi omnivore ou céto-omnivore? C'est quelqu'un qui va manger de la viande, mais aussi des végétaux, donc des légumes, des fruits, ces choses-là. Donc, comme je disais, ouais, je vais passer au problème avant. Je vais mettre ça sur une pause là-dessus et je vais passer. Les problèmes avec le magnésium sont très, très, très multiples. Il y a plusieurs problèmes qui ont été rapportés. Les principaux problèmes vont être des problèmes des maux de tête, manque d'énergie, puis un gros manque d'énergie. Ça peut être des douleurs intestinales, ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être mal aux os. Et c'est vraiment très, très, très varié comme problème. Puis c'est très souvent des problèmes qu'on n'associerait pas automatiquement au magnésium. Okay? Fait que c'est souvent des problèmes qui n'ont pas on n'a pas l'impression que c'est tout de suite la première chose qui vient comme exemple la diarrhée. La diarrhée, si j'ai la diarrhée et que je prends du magnésium, le lien est quand même assez direct. Donc, à ce moment-là, on peut l'associer facilement. Là, je parle de problèmes qui ont aucun lien direct. On peut pas, personne ne dirait, ouais, ben, tu prends-tu du magnésium si tu as ce problème-là? C'est vraiment pas relié. Et c'est vraiment bizarre comme problématique. Donc, il n'y a pas une chose en particulier, il y en a des nombreuses. Donc, je peux pas vous dire que le magnésium a causé tel problème très spécifiquement. C'est très, très, très varié. Donc, si vous avez des fois des problèmes, vous prenez du magnésium puis que vous avez des problèmes particuliers, des mal de tête, des ci ou des ça, vous pouvez essayer de l'arrêter le magnésium à ce moment-là. Et même pour les gens, parce que j'en ai eu en coaching des gens qui prenaient du magnésium et qui avaient des problèmes, qui ont arrêté le magnésium, que les problèmes sont disparus, mais que les crampes ont apparu à ce moment-là. Donc, parce que le premier problème que le magnésium va régler, c'est les crampes musculaires, surtout au niveau des orteils, des pieds, des mollets, et que les crampes ont réapparu. Donc là, on avait une situation dans laquelle on ne savait pas quoi faire parce que
la personne avait un symptôme dans le sens où elle avait des crampes, donc c'était un symptôme de manque de magnésium. Et quand elle prenait le magnésium, exemple, la douleur musculaire dans le cou revenait, ou les douleurs, mal de tête revenaient, et ainsi de suite. Donc, à ce moment-là, il y a entre autres du magnésium topique qui peut être appliqué. Donc, c'est une crème qui contient du magnésium qu'on applique sur la peau et qui va pénétrer la peau et qui va aider pour les problèmes de crampes. Okay? Donc, et je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'études, puis il y a même des études qui disaient que les molécules de magnésium étaient trop grosses pour passer à travers la peau et se rendre jusqu'au muscle. Mais je vous le dis, par expérience, moi je n'ai pas essayé, mais j'ai des patients, des clients, je veux dire, qui ont essayé ça, le magnésium topique sur les mollets, sur les pieds, et ça a réglé la problématique. Donc, à ce moment-là, ça semble bien être absorbé. Donc, comme je l'expliquais, vous adoptez l'alimentation carnivore, vous avez la diarrhée, et pourquoi est-ce que le magnésium peut provoquer ça? Si vous preniez du magnésium avant et que vous n'aviez pas de diarrhée avant quand vous étiez céto-omnivore et que là, vous adoptez une alimentation carnivore et que vous vous mettez à avoir de la diarrhée avec le magnésium, c'est tout simplement parce que, premièrement, dans les végétaux, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je le répète, il y a des antinutriments. Un des effets particuliers des antinutriments, c'est de jouer sur l'absorption des minéraux. C'est un de leurs premiers effets. Sur le fer, exemple, mais le magnésium aussi, c'est un minéral, le magnésium. Et donc, le fait de consommer des minéraux peut jouer sur l'absorption, ralentir ou et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, ça peut venir mitiger l'effet. Mais quand vous passez au carnivore, vous éliminez ces végétaux-là, donc vous pouvez à ce moment-là absorber plus de minéral, de magnésium, et ce magnésium-là peut se ramasser dans l'intestin et provoquer la fameuse diarrhée. Ben, Matécha, oui et non, c'est un cas spécial, mais pas pour ça. Tu vois, Matécha ici qui dit dans les commentaires, curieusement, chez moi, les crampes disparaissent avec la crème de tarte. Je ne prends plus de magnésium. Ça, c'est une bonne affaire, mais je suis dans un cas spécial. Malheureusement, pas pour ça. Mais pour d'autres raisons, oui, mais pas pour ça, parce que les crampes, souvent, on se dit que c'est le magnésium, mais ça peut être très, très, très souvent, le sel, un manque de sel peut occasionner des crampes et aussi le potassium. Donc, en prenant de la crème de tarte, ça peut aussi régler. C'est quand vous avez des problèmes de crampes au niveau des orteils, des pieds, des choses-là, ce que vous devez faire, c'est de faire le test. Vous pouvez faire le test du magnésium, mais si vous prenez du magnésium, et que ça ne règle pas votre crampe, arrêtez le magnésium et essayez après ça d'augmenter votre sel. Et après ça, si le sel ne règle pas la crampe, vous pouvez revenir à la quantité de sel que vous étiez au départ et essayer la crème de tartre aussi. Parce que les crampes, c'est vraiment ces trois-là. OK? Dans les électrolytes, ça comprend le sodium, le magnésium, le potassium et le calcium. OK? Et pourquoi ça peut être dans les trois? Tout simplement et non pas le calcium. Parce que le calcium, il participe, lui, à la contraction musculaire. Donc, et le problème d'une crampe, c'est pas la contraction, au contraire, c'est le fait de vouloir se décontracter. C'est quand le muscle veut se décontracter. Et la décontraction, le premier minéral pour activer la décontraction, c'est le magnésium. C'est pour ça qu'on parle souvent dans les crampes que si tu as une carence en magnésium, ben, si ton mollet contracte durant la nuit, il peut le faire parce qu'il y a du calcium, ça, c'est pas un problème. Mais quand il vient le temps de le décontracter, à ce moment-là, si tu as une carence en magnésium, il ne pourra peut-être pas le faire, sa décontraction. Et c'est ça qui va faire que tu te ramasses avec une crampe dans le mollet ou une crampe dans l'orteil ou une crampe dans le pied.
OK. C'est l'ATHA, effectivement, ça peut aider pour ça au niveau le magnésium, pour l'aspect justement là, qui de décontractant, là, qui va, ça on appelle ça du twitching en anglais, je m'excuse, mais pour l'anglicisme, mais effectivement, ça peut être un symptôme d'une carence en magnésium à ce moment-là. Oui, Anna, tu peux mélanger. Au niveau du potassium, j'y arrive. Donc, c'est jamais le calcium. De toute façon, vous savez, on ne prend jamais de calcium en supplément. Il y a le calcium en supplément pour aucune raison. Vous devez prendre ça. Il y a des très gros risques au niveau intestinal du calcium. J'ai publié souvent les études sur le sujet. Et il n'y a pas le bénéfice du calcium, exemple, dans les cas d'ostéoporose, est minime, sinon inexistant. Dans les études, il y a eu des études qui ont été faites sur le calcium en supplémentation chez les femmes qui faisaient de l'ostéoporose arrivées à la ménopause et les bénéfices étaient soit très, très, très minimes, sinon complètement inexistants au niveau de l'ostéoporose, mais ça venait avec des effets secondaires très importants, puis même dans certains cas très graves au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, et ainsi de suite. Donc, ça, vous me le demanderez dans le groupe, je le publierai si jamais il y a des questions là-dessus. Mais au niveau du calcium, on n'en prend jamais. Maintenant, quand on prend le potassium, que ce soit pour la pression ou dans toutes les conditions, la quantité d'eau qui reste dans notre corps dépend du ratio sodium-potassium. Quand vous augmentez votre potassium, souvent aussi, vous pouvez diminuer votre sodium, donc diminuer un peu le sel. Mais bon, en général, si vous voulez essayer le potassium, on va recommander la crème de tartre, surtout si vous êtes si vous êtes carnivore. Sinon, vous pouvez aller avec l'herbe amare bleue. L'herbe amare bleue, pourquoi pas en carnivore? Mais c'est parce que ça contient de la poudre de céleri, ça contient un paquet de végétal, donc on veut éviter ça dans le carnivore. Donc on y va avec la crème de tarte. Mais que ce soit la crème de tarte ou l'herbe amare bleue, la quantité, c'est dans une bouteille d'eau, comme celle-ci, genre une bouteille d'eau remplissable. La mienne, elle a 750 ml. Dans 750 ml, on va mettre entre un quart de cuillère à thé à une demi-cuillère à thé de crème de tartre. OK? Ou une cuillère à café pour les Européens. Donc, c'est un quart à une demi-cuillère à thé ou à café dans ces 750 ml d'eau. Et on peut mélanger du sel dedans aussi. Le sel, généralement, ça va aller entre une demi-cuillère à thé à une cuillère à thé pour ceux qui aiment vraiment ça salé. C'est que vous pouvez aller avec ce mélange-là. Et c'est ça, vous pouvez y aller avec ce mélange-là pour tester le potassium à ce moment-là. Donc, pour revenir à notre problème de diarrhée, la première chose, et de toute façon, ça c'est que vous soyez en carnivore ou pas, parce que le problème du magnésium, OK? Exemple, là, on vous recommande de prendre du citrate ou du bisglycinate. Pourquoi? Et non pas de l'oxyde de magnésium. C'est parce que ce qui va déterminer, le niveau d'absorption du magnésium, et donc, parce que c'est jamais 100% en passant, et donc, quand vous prenez une dose de magnésium, il y en a toujours une partie qui va se ramasser dans vos intestins. Et exemple, l'oxyde de magnésium, le lait de magnésie, pourquoi ça a un effet un effet qui ça va créer la diarrhée, tu sais, c'est un le mot m'échappe là, mais bon. Pourquoi? C'est parce que c'est quand il y a trop de magnésium qui se ramasse dans l'intestin, ça crée un relâchement des selles, donc une diarrhée à ce moment-là. Et pourquoi on prend du citrate ou du bisglycinate? Parce que c'est un des magnésiums qui est le mieux absorbé et qui laisse moins de résidus de magnésium passer pour aller dans l'intestin. Cependant, comme je vous disais, la première chose qu'on fait, que vous soyez omnivore ou carnivore, quand vous avez la diarrhée, vous coupez complètement tout supplément de magnésium. C'est la première chose que vous devez faire parce que même s'il en reste
juste un petit peu à ce moment-là, si vous avez déjà la diarrhée, donc vous avez l'intestin qui est inflammé et tout le kit, ben, ce petit peu de magnésium-là, il ne vient pas vous aider, au contraire. Donc, à ce moment-là, vous coupez complètement le magnésium, ça c'est sûr et certain. Un coup que la diarrhée est passée, si vous avez des crampes, vous pouvez le réinsérer. Et aussi, juste vite, vite, magnésium, le citrate, le bisglycinate. Le citrate ne déconstipe pas. Le citrate est juste, il est juste un peu, quelques personnes qui sont un peu plus sensibles au citrate parce que le citrate en laisse passer un petit peu plus que le bisglycinate encore. Donc, le bisglycinate, c'est celui qu'on absorbe le plus. C'est pour ça qu'on recommande soit le citrate ou le bisglycinate. Chez quelqu'un qui aurait chez quelqu'un qui aurait une sensibilité au citrate, vous allez au bisglycinate à ce moment-là. Pour ça. Live ailleurs cette semaine pour les gens que tu connais fait mention d'un impact très différent selon le citrate, le bisglycinate et le glycinate. L'un pour la diarrhée, l'autre pour la constipation. Tu peux préciser là-dessus. Bon, mais c'est ça. C'est ça, Élise, ce que je faisais, justement, j'étais en train de préciser ça. La différence, et ça, vous pouvez aller sur le blog en plus, j'ai un article sur le magnésium qui explique tout ça, et je vais le réexpliquer rapidement. Il n'y a pas de magnésium dans le citrate, je veux dire, et dans le bisglycinate, il n'y a pas de magnésium pour la constipation. Dans le sens où ce que vous pouvez, on ne prend pas de citrate pour la constipation. Le citrate, c'est un des magnésiums les mieux absorbés. Et pourquoi on fait la différence entre le citrate et le bisglycinate? C'est tout simplement que le citrate est un petit poil de moins bien absorbé que le bisglycinate. Il y a des personnes qui ont l'intestin un peu plus sensible au magnésium et qui, avec le citrate, vont quand même avoir la diarrhée, même s'il est très, très bien absorbé. C'est chez ces gens-là, à ce moment-là, il faut qu'ils prennent soit du glycinate ou du bisglycinate, qui est à peu près la même chose. Et ça va faire le bisglycinate ou le glycinate va il va en laisser passer un peu moins et ces gens-là ne seront généralement pas sensibles et n'auront pas de diarrhée avec ça. Malgré le fait que j'ai vu des personnes qui avaient un intestin tellement sensible au magnésium qui pouvaient quand même avec le bisglycinate avoir la diarrhée. Donc à ce moment-là, vous ne touchez plus au magnésium en supplément. Si vous êtes constipé et que vous voulez prendre du magnésium pour la constipation, vous devez prendre de l'oxyde de magnésium, qui est la forme de magnésium la moins bien absorbée. Ce qui veut dire que quand vous prenez de l'oxyde de magnésium, il n'y en a pas qui se ramassent dans votre sang. Ou pratiquement pas. Tout se ramasse, ça passe tout droit dans l'estomac, dans l'intestin, bang, ça se ramasse dans l'intestin et à ce moment-là, ça cause la diarrhée. Et si vous avez la constipation, mais ça va vous slacker et ça va déconstiper, ça c'est garanti. Ça fait que je le sais, il y a bien des gens, il y a bien du monde qui disent n'importe quoi là-dessus, il faut prendre du citrate quand tu es constipé. C'est pas vrai, ça fait des années que je me bats contre ces. C'est pour ça que j'avais écrit mon article sur le magnésium, entre autres. C'est des conneries. Maintenant, vous êtes carnivore, vous avez la diarrhée, vous avez coupé le magnésium, vous avez encore la diarrhée. Karine, oui, l'oxyde t'en prend au besoin, absolument. Ça va tu vas le voir de toute façon, L-magnésie, l'oxyde en pilule, l'oxyde de magnésium, ça va liquéfier les choses, c'est sûr. Ça. Donc, tu y vas selon la posologie qui est recommandée là, sur le produit. Euh, bon, on est rendu à la deuxième étape. Deuxième étape à couper, c'est le sel. OK? Je le sais, on vous recommande en alimentation cétogène, omnivore,
d'augmenter le sel, c'est normal, mais comme je l'ai dit souvent, le sel, c'est quelque chose qui est très variable. Le 2 cuillères à thé de sel par jour, ça, c'est simplement un point de départ pour les gens. Surtout quand tu commences, tu as un gros syndrome métabolique, une grosse résistance à l'insuline. Donc, à ce moment-là, tu tombes en cétose. Le principe de ça, c'est que quand je tombe en cétose, ça veut dire que mon insuline à jeun a diminué. Si mon insuline à jeun a diminué, ça veut dire que mon aldostérone a diminué. L'aldostérone, c'est une hormone qui force les reins à recapturer le sodium. Si je recapture le sodium, je vais en excréter moins, je vais uriner moins souvent. Et donc, à ce moment-là, je vais faire de la rétention d'eau. Quand je tombe en cétose, c'est le contraire qui se produit. Je vais faire moins de recapture du sodium. Donc, je vais excréter plus souvent, je vais aller uriner plus souvent. Et à ce moment-là, et je vais perdre beaucoup plus de sodium, je dois en compenser. Ça, c'est normal. Il y a des gens qui, après 1 an, c'est tôt, 2 ans, c'est tôt, 3 ans, c'est tôt, peuvent avoir besoin de beaucoup moins de sodium. Ça arrive très fréquemment. En carnivore, c'est encore plus vrai. OK? Et je ne sais pas exactement pourquoi. Je ne connais pas les mécanismes derrière ça exactement. Puis je ne pense pas que ça ait même été étudié. Cependant, ce qui va arriver en carnivore, et ce qui m'est même arrivé à moi à un moment donné, j'ai été obligé de couper le sel complètement pendant à peu près 3 4 mois. J'ai arrêté, pas de sel, même pas sur ma nourriture, pas de sel dans ma nourriture, pas de sel dans mon eau, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que j'avais la diarrhée à chaque fois. Et donc, à ce moment-là, à un moment donné, tu apprends, et j'ai coupé le sel complètement, la diarrhée est passée. Par la suite, à un moment donné, est arrivé l'été, je me suis mis à refaire plus de sport, et là, à ce moment-là, j'avais des douleurs au niveau des muscles, des cuisses, en vélo principalement, et c'est le sel, je le sais, je me connais, c'est le sel qui vient corriger ça à chaque fois. Donc, à ce moment-là, j'ai recommencé à saler un peu ma nourriture. Mais l'idée que les carnivores ont besoin de beaucoup moins de sel, c'est pas juste moi dans mon petit groupe et ainsi de suite. C'est quelque chose qui est connu chez les carnivores. Dans les groupes américains, on en parle souvent. Il y a énormément de personnes qui, lorsqu'ils passent carnivore, diminuent complètement, énormément leur niveau de sodium. OK? Chantal, lundi, j'ai ajouté du sel à mon eau et le soir, je me suis rendu compte que mes chevilles étaient enflées. Absolument, ça s'est replacé, mais j'ai coupé le sel sauf sur mes aliments. Esli. C'est très, très, très possible, Chantal. Comme je disais tantôt, l'enflure, la rétention d'eau, c'est ton ratio sodium-potassium. Peut-être que tu aurais pu ajouter un peu de potassium, de crème de tarte dans ton eau, ça aurait éliminé cette enflure-là. Mais si tu diminues ton sel, puis que ça a exactement le même effet parce que ton ratio vient de changer et que tu n'as pas de symptômes de manque de sodium, donc manque d'énergie, mal de tête, nausée, exemple, à ce moment-là, reste comme ça, rajoute pas de potassium pour rien si tu as diminué ton sel. Dans le fond, c'est un peu ce que j'essayais d'expliquer à ce moment-ci, c'est que ce ne sera pas long, Cathy, je vais répondre à ça après. Donc, à ce moment, ce que j'essaie d'expliquer, c'est justement que le fait que le sel, quand tu es carnivore, peut provoquer de la diarrhée et donc que tu en aies besoin de moins pour pouvoir te rétablir. Et la façon de tester, c'est ça. C'est pas de dire, ben, je vais diminuer un peu mon apport en sel. La façon de tester, c'est vraiment de couper complètement le sel. Donc, on ne met plus de sel sur la bouffe, on ne met plus de sel dans notre eau, on ne met plus de sel nulle part. On mange notre viande, notre steak avec notre gras et that's it, that's all. Okay? C'est sûr que si vous prenez du beurre salé, ben c'est correct. Qu'il y ait du beurre dans votre sel, ça c'est correct, mais vous ne rajoutez pas de sel en supplément. Okay? Et vous allez le voir rapidement, les effets du sel, c'est toujours très rapide. Vous allez le voir rapidement. La diarrhée va passer rapidement. Et après ça, si vous avez absolument l'étécha, si tu n'as aucun symptôme, tu peux garder ton sel comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Donc, à ce moment-là, vous arrivez avec le sel et
Oups, je ne sais plus ce que je m'en ai dit. C'est ça, oui, quand vous avez la diarrhée, c'est ça, vous avez coupé le sel, la diarrhée arrête, et à ce moment-là, vous restez comme ça. Si vous avez des nouveaux symptômes de mal de tête, de manque d'énergie, des symptômes de manque de sel, vous rajoutez un peu de sel pour trouver le bon dosage. Et l'autre chose, c'est que vous soyez conscient d'une chose, c'est que le sel, c'est quelque chose, le besoin de sodium, qui varie d'une façon très rapide. OK? Parce que si vous décidez, mettons, il fait chaud, il fait très chaud dehors, vous allez prendre une marche, vous transpirez beaucoup, c'est possible que vous ayez besoin de sel, de beaucoup de sel à ce moment-là. Mais s'il fait froid, vous êtes dans la maison, vous faites du cocooning, écoutez un film, mais ça se peut que votre besoin en sodium soit beaucoup moindre à ce moment-là. Et quand on est carnivore, on voit beaucoup plus les variations du sodium comme ça quand on est carnivore. OK? Un autre phénomène maintenant, donc on a coupé le magnésium, on a coupé le sel. Un autre phénomène, là, je voulais essayer de voir si je peux gérer sur un autre appareil. Non, c'est ça, je ne peux pas partager en temps réel comme ça. Il va falloir que, bon, la prochaine fois, je vais le faire autrement. J'aurais voulu vous partager une image, mais c'est pas plus grave que ça. Je vais juste me l'afficher à moi, l'image, pour que je puisse la voir. Ça sera pas long. OK. Non, pas celle-là. J'ai trop de fenêtres ouvertes. Ça, pas celle-là. Bon, je ne la retrouve pas. Fait que c'est pas grave. OK. L'autre possibilité au niveau de la diarrhée, OK, c'est un phénomène qui se produit avec la bile. Vous savez, la bile, c'est quelque chose qui est produit, qui est injecté au niveau de l'intestin pour digérer les lipides. OK? Et donc, la façon que ça fonctionne, la bile, c'est pour ça que je vais vous montrer sur l'image, la fonction, c'est qu'au départ de l'intestin, en haut, la bile est injectée, ça se mélange avec le gras, et le gras est absorbé à l'intérieur de l'intestin. Et à la sortie de cette portion-là, la bile est supposée être réabsorbée pour retourner au foie puis être réinjectée en haut. Donc, la bile devrait toujours faire une roue comme ça. OK? Et ça ne devrait jamais dépasser l'intestin grêle, la bile. Des fois, il va en rester un petit peu et elle va être neutralisée à ce moment-là pour être réabsorbée un petit peu plus loin. OK? Et chez certaines personnes, il y a plusieurs raisons qui peuvent faire que la bile ne sera pas réabsorbée. Un exemple, les personnes qui ont un IBS, une IBS, c'est une infection, voyons, euh, c'est le syndrome de l'intestin irritable, je m'excuse. Après ça, ou qui ont une maladie de Crohn, donc qui ont une infection de l'intestin qui empêche l'absorption à ce moment-là, ce qui fait qu'on ne peut pas réabsorber la bile. Et ce qui arrive à ce moment-là, c'est que la bile finit par aller un peu plus loin et se ramasse dans un secteur où qui n'est pas fait pour accueillir de la bile à ce moment-là. Et ça va endommager la paroi et ça va faire un appel d'eau, donc une réaction inflammatoire, un appel d'eau à cet endroit-là. Et c'est ce qui va provoquer à ce moment-là la diarrhée. Okay? On appelle ça une diarrhée biliaire en anglais, là, mais c'est ça. Et il y a plusieurs choses qui peuvent provoquer ça. Ça, c'est un des phénomènes. L'autre phénomène, c'est pas le contraire, mais ça a encore rapport avec la bile et c'est une surproduction de bile. Parce que la bile, la production de bile est supposée d'être régulée. C'est un récepteur qui s'appelle FXR
à l'intérieur du foie qui détermine la production de bile ou pas. Et chez les gens qui ont, exemple, maladie de Crohn, mais surtout une porosité intestinale, chez ces gens-là, l'inflammation chronique de l'intestin va occasionner une incapacité du FXR de réguler la quantité de bile qu'on produit. Ce qui va faire que le foie va produire beaucoup trop de bile et qu'à cause de ça, cette bile-là ne sera pas, ne sera pas réabsorbée, donc il va s'en ramasser plus loin que supposé et il va provoquer la diarrhée. Chez ces gens-là, en général, c'est des gens qui vont dire, écoute, j'étais carnivore, j'ai fait carnivore 2 semaines, j'ai eu la diarrhée, là, à un moment donné, je me suis tanné, j'ai mangé une coupe de végétaux avec mon souper et la diarrhée a complètement cessé immédiatement. Et la raison de ça, à ce moment-là, puis ça c'est une façon de le tester, là, si c'est vraiment votre cas, c'est que les fibres à l'intérieur des végétaux ont tendance à absorber la bile à ce moment-là, donc protéger un peu chez les gens qui produisent trop de bile ou que la bile n'est pas réabsorbée, ben elle va être absorbée par ces fibres-là et ça va empêcher la diarrhée de se produire. Donc ça, c'est une façon d'identifier si c'est votre cas à ce moment-là. Et comment régler le problème complètement. Il n'y a pas énormément de solutions à part des fois diminuer un peu l'apport en gras. On ne parle pas de manger moins de gras que de protéines, mais juste diminuer un peu votre apport en gras, ce qui va théoriquement amener une moins grande production de bile. Il y avait aussi comme suggestion de prendre des lipases comme enzyme de digestion, un supplément de lipase pendant une semaine ou deux, ce qui peut aider à briser les molécules de gras, diminuer un peu la production de bile aussi. Ou tout simplement à ce moment-là, réintroduire quelques végétaux pendant un certain temps et redevenir carnivore par la suite. Et souvent, c'est quelque chose qui va faire des alternances de cette façon-là, parce que si ça vient, exemple, d'une porosité intestinale, mais le fait de manger carnivore pendant un temps va aider à guérir la porosité. Et donc, de faire des alternances comme ça, vous allez avoir des périodes où ce que vous allez diminuer potentiellement la porosité et donc tranquillement renverser la condition, rendre votre intestin moins sensible et mieux réguler votre production de bile. Okay? Donc, ça, c'est les hypothèses. Et ça fait pas mal le tour de toutes les hypothèses qu'il y a au niveau de la diarrhée. Et si on parle de diarrhée qui est chronique, genre 2 ou 3 jours, là, vous n'êtes pas capable. Parce que quand vous faites des changements majeurs comme ça d'alimentation, passer de l'alimentation omnivore à une alimentation carnivore, par exemple, avoir de la constipation ou la diarrhée, ça c'est quelque chose de fréquent. Et tant que mais normalement ça devrait être quelque chose de très court. Je dirais 24 heures. Là. Si vous avez la diarrhée plus que 24 heures, là, il y a quelque chose qui ne marche pas. En général, c'est relativement court. Et vous allez réajuster un peu le sel, ou mettons, par exemple, là, vos électrolytes. Et à ce moment-là, les choses vont se placer. Si ça dure plus que ça, vous devez absolument rechercher la cause de ça et faire des changements pour corriger ça. Endurer jamais la diarrhée trop longtemps, c'est quelque chose qui peut vous déshydrater gravement et donc à ce moment-là, vous allez avoir plus de problèmes encore là, que vous n'aviez au préalable. Ah oui, l'autre chose aussi, nécessairement, ça m'était sorti la tête, mais bon, chez les gens qui ont peut-être pas lu à l'ensemble du guide ou qui ont oublié, n'oubliez pas,
la diarrhée aussi peut être, dans un contexte carnivore, occasionnée par des huiles comme de l'huile d'olive et de l'huile d'avocat. Des huiles de source relativement végétale. C'est pas, je parle pas d'huile de canola, ces choses-là, là, mais ça reste que l'huile d'olive et l'huile d'avocat, ça reste des huiles de fruits, dans le fond. Et d'une source relativement végétale. Et dans un contexte carnivore, ça peut effectivement vous occasionner des problèmes de diarrhée et ou des problèmes de douleurs gastriques et des problèmes gastriques. Donc, ah oui, Cathy, faut vraiment pas que tu endures ça. Faut vraiment pas que tu endures ça. OK. Fait que, fait que c'est ça. Donc, gang, comme je disais, comme je viens de dire à Cathy, endurez pas le fait d'être en diarrhée comme ça. C'est pas normal. Vous ne devez pas rester en diarrhée longtemps comme ça. Et n'hésitez pas aux besoins aussi. Il y a des gens, des fois, que j'ai vu aussi avoir besoin d'Imodium. N'hésitez pas à l'utiliser pour des fois venir corriger ce problème-là. Des fois, quand la diarrhée est enclenchée, il n'y a rien pour l'arrêter tant que vous ne prenez pas d'Imodium. Allez-y, vous allez aller selon la posologie de l'Imodium pour arrêter la diarrhée, puis après ça, ben, vous continuez votre carnivore, puis en théorie, ça devrait se maintenir correct comme ça. Fait que c'est un peu ce que je voulais dire sur le sujet pour aujourd'hui. Fait que Good Claudie, ben justement, ça devrait répondre à tes questions sur ça. Fait que je vais voir maintenant si vous avez. OK, Cathy, je vais. Attends, tu as eu une petite rechute de glucides, manger les pâtes et chips. Une journée, on fait comment pour bien rétablir ta alimentation carnivore stricte? Merci. OK. Cathy, ça, en passant, ça peut être derrière ta diarrhée aussi, parce que d'aller prendre des glucides, très souvent, ça peut provoquer justement une diarrhée. Comment faire? C'est pas compliqué. C'est tout simplement d'arrêter d'en manger, de lâcher complètement les glucides et de retourner avec une alimentation carnivore. Et souvent, qui va être difficile quand on a un incartable au niveau des glucides, c'est de jeûner, okay? Parce que l'incartable des glucides va avoir provoqué un appel d'insuline. L'insuline élevée va faire cracher le glucose. Et là, tu viens d'embarquer à ce moment-là dans le roller coaster, dans le manège de l'insuline, où ce que ton glucose monte, ton insuline monte, et ainsi de suite. Et ça, à chaque fois que ton glucose va cracher à cause de ton insuline, ça va donner faim, tu vas avoir faim, et ainsi de suite. Et donc, à ce moment-là, ça va faire que tu vas avoir de la difficulté à jeûner. Mais le carnivore, c'est parfait pour ça parce que ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est de te taper un super gros steak avec ben du gras, du beurre, un gros repas de carnivore, de viande. Et ça va venir mettre une brique dans ton estomac que ton système digestif va prendre un grand bout à digérer. Et ça va te permettre de durer longtemps à partir de ce moment-là. Et de pouvoir rembarquer dans le jeûne, débarquer du roller coaster de l'insuline, parce que ta viande et ton gras ne te fera pas sécréter d'insuline. Donc, à ce moment-là, tu n'auras plus cette montée-descente, montée-descente, montée-descente-là. Mais tu vas fournir à ton corps des lipides, des protéines. Fait que s'il y a besoin de faire, à partir du moment où que ton glucose va chuter un peu, s'il y a besoin de faire des néoglucogénèse, il va avoir tout ce qu'il a besoin pour fabriquer son glucose endogène et tu vas venir rétablir ta glycémie, la stabiliser, arrêter la vague qui monte, qui descend comme ça tout le temps et tu vas pouvoir après ça recommencer à faire un jeûne intermittent. Jeûner, la première fois, tu peux faire, à la place de faire un 18, vas-y avec un 14 heures ou un 16 heures. Après ça, tu reprends encore de la viande. Cette viande-là va te permettre de durer longtemps. Fait que normalement, tu adores mon t-shirt. Hein? Il est beau mon t-shirt, Reverse.
Et donc, à ce moment-là, effectivement, tu vas avoir beaucoup plus de facilité à rembarquer dans le train du carnivore. Et l'autre aspect de ça aussi, c'est que la grande densité nutritionnelle de la viande va faire que tu vas pouvoir étirer tes repas et moins à ce moment-là penser à grignoter. Parce que souvent, c'est ça que, et c'est une des raisons pour laquelle l'alimentation carnivore, les gens vont, les gens vont souvent dire qu'ils aiment ça le carnivore parce que c'est juste avec le carnivore qu'ils ont réussi à couper les cravings de sucre, de sucré. Et la principale raison de ça, c'est exactement ça. C'est la très, très grande densité nutritionnelle de la viande qui fait que quand tu as mangé un steak de 600 grammes, la dernière chose que tu penses après, là, c'est de te taper des gâteaux ou du sucre ou ainsi de suite, parce que déjà ton système digestif, là, il sait qu'il y en a pour des heures et des heures et des heures à digérer tout ça. Là. Parce que digérer de la viande, c'est long. C'est un processus qui est très long. Vous savez, ça produit de la chaleur et ainsi de suite. C'est dur de digérer de la viande. Donc, quand vous avez, tu sais, si tu manges une laitue, de la salade, une salade, une grosse salade, que tu te bourres ton estomac avec ta salade, 1 heure et demie après, t'as faim. Pourquoi? Parce que ton système digestif, il a tout digéré ce qu'il y a dans ton estomac au complet, mais c'était des nutriments qui étaient vides. C'était de l'eau. 90% de la laitue, c'est de l'eau. Donc, ça a juste pris de la place dans ton estomac, et à ce moment-là, oui, Claudie, exactement, un plus gros steak. Et du gras aussi. C'est que, et donc, quand tu prends, c'est ça, une salade, tu mets de l'eau dans ton estomac qui est emballée dans de la cellulose. C'est que ça, c'est vide. C'est pour ça qu'une demi-heure après, tu as faim. Tandis que quand tu te manges un steak, là, à ce moment-là, ton système digestif, il y a pour 4 à 6 heures à digérer, stocker ces protéines-là, les acides aminés et ainsi de suite. OK. Donc, ça, c'est la raison. Je vais revenir. Ça, c'est. Je vais juste voir les questions. Je m'étais vu 2 fois, je vais tomber dans les pages. Je vais me faire un gros steak ce soir. Jeûne depuis hier. Excellent, Cathy. Ça, c'est la façon de faire. T'as bien raison, mais tes chats, un bon steak bien gras, il y a juste ça de vrai. Les cravings de sucre avant les périodes, c'est un plus gros steak. Et ça, Claudie, c'est naturel d'avoir des cravings de sucre avant les périodes. Il y a une raison qui est hormonale à ça aussi. Mais oui, à chaque fois que tu as un craving de sucre, tu peux les compenser par principalement du gras. La première chose, on le dit tout le temps, là, on combat le craving de sucre par du gras parce que quand ton corps a un craving de sucre, dans le fond, ce qu'il a besoin, c'est quoi? C'est de l'énergie. Il a besoin d'ATP. OK? Et pour lui, la façon d'avoir de l'ATP très rapidement, c'est avec le glucose. Parce que, on l'a expliqué souvent, le glucose, c'est un feu de papier. Fait que tu mets le feu dans une feuille de papier, ça fait fou rapidement, beaucoup de chaleur rapidement, mais après ça, il n'y a plus rien. Tandis que quand je brûle du gras, c'est une grosse bûche d'érable qui va brûler pendant 4 heures de temps. Ça va dégager beaucoup de chaleur, mais sur le long terme. Et quand j'ai besoin, quand je manque d'énergie, à ce moment-là, le corps, ce qu'il veut, il ne veut pas que tu lui donnes une bûche, il veut que tu lui donnes du papier pour que ça brûle rapidement, pour ramener rapidement le niveau d'énergie. Et c'est pour ça que quand on a des cravings comme ça de sucre, dans le fond, c'est un manque d'énergie. Le corps manque de substrat énergétique, puis son réflexe, c'est de réclamer, ton réflexe, c'est de réclamer le substrat énergétique qui est le plus rapide à répondre à ses besoins, qui est le glucose. Mais si tu dis, non, moi, j'en veux pas de glucose, je te donne du gras, qu'est-ce qu'il va faire? Il va
prendre ce gras-là, puis il va faire de l'énergie avec, carrément. Et dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est de prendre, exemple, c'est de prendre, par exemple, de l'huile de coco. Pourquoi? Ou du beurre. Parce que l'huile de coco, et dans une moindre mesure un peu le beurre, contient des triglycérides de chaîne moyenne, les fameux TCM en français ou MCT en anglais, qui sont des lipides qui n'ont pas besoin de lipase pour être digérés et qui n'ont pas besoin de L-carnitine pour être transportés. Donc, c'est des lipides qui s'en vont directement dans les cellules qui peuvent être utilisés directement pour pouvoir faire de l'ATP, faire de l'énergie. OK? Et donc, un coup que ça va être rentré dans le système va comprendre qu'il a son ATP, qu'il a son énergie, et il va vous sacrer patience avec le craving de glucose. C'est que dans l'huile de coco, puis je vous conseille l'huile de coco versus de l'huile MCT Pure. Pourquoi? Parce que l'huile MCT Pure, c'est un extrait d'huile de coco et l'huile MCT Pure est très, 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 très difficile à digérer. Vous pouvez vous ramasser de la diarrhée avec ça, des gonflements de l'abdomen, le gonflage des intestins et ainsi de suite. Donc, j'ai des gens que j'ai connus qui m'ont dit qu'il y avait l'air des femmes enceintes quand ils prenaient de l'huile MCT à cause des gaz qui s'accumulaient et tout. Si vous prenez l'huile de coco, généralement, ça ne fera pas ça parce que vous allez prendre les MCT dans leur forme naturelle et notre corps est capable de digérer de cette façon-là. Dans le beurre, l'huile de coco, c'est 57% d'huile de coco qui est des MCT. Dans le beurre, c'est autour de mémoire 43, mais bon, une quarantaine de pourcents du beurre qui est de l'huile MCT. Ça fait qu'à ce moment-là, vous pouvez prendre du beurre aussi, vous allez avoir un apport énergétique rapide avec ça. Bon, maintenant, pour Lieto et Vanto, comment expliquer quand on a la diarrhée, on a envie de pâte? Il y a plusieurs façons. Comme Matécha dit, c'est parce que tu es italienne. Non, Karine, quand je parlais de l'huile de coco, c'est pas en carnivore, justement. Donc, il peut avoir un paquet de raisons pour lesquelles tu vas avoir des envies de pâte, mais souvent, ça va être, la fibre que tu vas avoir envie surtout, parce que les fibres vont avoir tendance à arrêter la diarrhée. Et ton corps, il veut arrêter la diarrhée à ce moment-là parce qu'il est dans un état qui n'est pas naturel pour lui et qui est dangereux, potentiellement dangereux pour lui. Ce qui veut dire que tu vas réclamer, ton corps va réclamer, souvent ça va être des fibres, et donc dans les pâtes c'est fait à partir de céréales, de blé et ainsi de suite, qui sont des fibres. Ça fait que ça peut être, exemple, c'est ça, un craving de pâtes, mais ça peut être un craving de pizza, ça peut être un craving de céréales, et ainsi de suite. Tout dépendamment là, tes préférences au niveau des fibres, mais effectivement, en général, ça va être ça le lien qui va aller en arrière de ça. Et voilà, parfait. D'autres questions, groupe, sur le défi carnivore? Présentement, comment ça se passe? Cathy, moi aussi, j'étais addict aux pâtes, OK, avant d'être céto, puis avant d'être carnivore. Et pour moi, le repas, mon repas de rêve à ce moment-là, c'était des lasagnes. J'adorais les lasagnes. C'était un fantasme pour moi, les lasagnes. Et c'est quelque chose que j'ai arrêté complètement. Mais j'ai découvert dernièrement, puis je vais la remettre sur le groupe tantôt, une recette de pâtes carnivore, carrément. Et en général, les recettes de pâtes sont pas vraiment tripantes parce que
la plupart des recettes de pâtes, tu peux pratiquement pas les mélanger dans de la sauce. Puis il n'y a pas de sauce, il y a pas de sauce à spaghetti ou carnivore, mais juste dans un contexte omnivore, exemple. Là. Mais les pâtes, eux autres, sont carnivores. Mais généralement, quand tu les mélanges ou tu veux les réchauffer dans l'eau bouillante, ces choses-là, tu peux pas le faire parce que les pâtes vont toutes se défaire. Donc, si tu mets tes pâtes dans de la sauce, il faut que tu les manges immédiatement parce qu'ils vont se défaire. Puis tu peux pas les mettre dans l'eau bouillante parce qu'ils vont tous se défaire complètement. Mais il y a une recette, il y a une femme sur YouTube qui fait des recettes qui sont céto et des recettes carnivores. Mais, une puriste des pâtes, OK. Mais je t'avoue que même moi qui adorais les pâtes carnivores que cette femme-là a fait, je les ai essayées. Tu peux les plonger dans l'eau bouillante, tu peux les prendre avec de la sauce et tout. Et moi, quand j'en ai fait, puis quand j'en fais de temps en temps, ce que je fais, c'est que je mange des pâtes oui, c'est ça, Lieto, exactement. Fait que je mange des pâtes au beurre. Parce que quand j'étais jeune, j'aimais ça me faire des spaghettis au beurre. Donc, je vais cuire des spaghettis à ce moment-là, que je mettais juste du beurre dessus, sel, poivre, puis je mangeais ça comme ça. Mais ces pâtes-là sont vraiment, 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 vraiment bonnes. Et je t'avoue que, justement, ça me fait penser à ça. Je vais m'en faire bientôt, là, parce qu'elles sont vraiment bonnes. Fait que je vais mettre, tantôt, puis je vais te taguer dessus. Je vais te taguer sur la publication pour que tu puisses aller voir la recette. Mais en même temps, je vous invite à explorer son channel YouTube. Il est vraiment très intéressant parce que, je vous le dis, la plupart des recettes qu'elle va faire, mettons, de cet omnivore, elle va faire la même recette, mais en version carnivore aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Carla, spaghetti au beurre, c'est grave, absolument. Karine, parfait. Ben, vous allez le voir passer. Là. Dès que je finis le live, je vais publier son groupe. Je vais remonter un peu. Bon. Anna, cool, depuis le reste du magnésium, ça se passe très bien. Ouais, le chocolat, je comprends que ça puisse te manquer. Il va être juste meilleur, tu vas voir, dans 3 semaines à peu près. Ouais, grosso modo. J'ai mangé la bonne quantité, le cœur qui me lève, j'ai zéro énergie, la diarrhée, je ne mange pas assez, je le sais, j'ai vraiment le cœur qui lève après quelques bouchées, je dois me forcer. Claudie, il ne faut pas que tu te forces, OK? Donc, quand tu files comme ça, ton corps te demande de faire une pause. Pourquoi tu n'essaies pas de faire un petit jeûne de 48 heures, mettons, de 2 jours, une journée, 2 jours, 36, 48 heures, 3 jours, pour voir. Ça m'arrive, moi aussi, je suis carnivore depuis, ça va faire 5 ans au 1er janvier, et il y a des fois que même mon steak me lève le cœur, j'ai plus faim. Et à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que c'est mon corps qui me parle et qui me dit, hey, le gros, va chasser, va chasser. Fait que ça, c'était le moment que nos ancêtres, à un moment donné, quand ils avaient fini de manger du mammouth, ils avaient mangé du mammouth pendant 3 jours, jusqu'à temps que le mammouth leur sorte par les oreilles, ben, il fallait qu'ils repartent à la chasse. Et donc, à ce moment-là, c'est un peu ça aussi qui se passe. Fait qu'arrête, ne te force pas, on ne se force jamais pour manger. On écoute notre corps. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps, tout le temps, tout le temps. On doit s'écouter. Fait que quand tu n'as pas faim, mange pas. Ça fait partie des règles que j'ai toujours données aux gens. Super bien, Matécha, super facile. Ton troisième défi, sauce, crème et roquefort. Bon, ça y est, Matécha, tu viens de me créer un besoin. Là. Il va falloir que je me fasse une sauce crème rochefort. Ça, Marilyn. Et j'ai mangé un steak, beurre et sel, mais malheureusement, ils ont mis du poivre quand ils ont mélangé sel, poivre. Depuis le défi, j'ai réalisé que j'étais allergique au poivre. Ah, zut, mal de tête, mouché toute la nuit et mes framboisiers produisent trop. Ouais, ça, les framboisiers, ça c'est problématique. Au restaurant, Marilyn, généralement, il ne faut pas avoir l'air fou. Pour pas faire, pas pour avoir l'air fou, mais pour pas faire trop de poser de questions, des fois,
ce que je vais faire, c'est que je vais faire remplacer l'accompagnement de mon steak. Je vais toujours prendre un steak au restaurant. Généralement, je vais dans des endroits où ils vendent du steak. Et je vais faire remplacer mon accompagnement par des champignons sautés. Comme j'expliquais, les champignons, c'est ni végétal ni animal. C'est un entre-deux, donc c'est une zone grise. Fait qu'à l'occasion, au restaurant, c'est ce que je vais faire, c'est que j'ai un steak, un accompagnement, ça se passe très bien, champignons sautés dans le beurre avec un steak, c'est vraiment excellent. Donc, c'est un peu vers ça que je vais. Malheureusement, pour les framboisiers, à part d'en donner à tout le monde autour de toi, j'ai pas d'autres suggestions pour ça, pour le mois. Je suis vraiment désolé de ça. Après ça, bonne idée. Cathy, niveau de training, as-tu des conseils? Je suis entraîné, tabarouette, j'ai mal filé. Je me suis hydraté, pris du sel, ça a remonté. J'ai comme l'impression que mon cardio est moins fort. Tu en penses quoi? Ben justement, comme j'expliquais au début du live, ce que je prépare comme Facebook Live pour la semaine prochaine, c'est un Facebook Live sur l'alimentation carnivore et l'entraînement. C'est sûr qu'il y a une adaptation à faire, tout dépendamment du type d'entraînement. On parle, exemple, là, je ne vais pas faire mon Facebook Live de la semaine prochaine là, mais je vais juste aller rapidement. Il va falloir que tu attendes jusqu'à la semaine prochaine. Je suis désolé pour avoir le détail de tout ça, mais il y a des adaptations, tout dépendamment, premièrement, si tu fais du cardio, si tu fais de la muscu, si tu fais voyons Seigneur, si tu fais de l'endurance, si ça fait longtemps que tu étais céto au préalable ou si c'était nouveau, et ainsi de suite. Donc, il y a énormément de facteurs à prendre en considération. Il n'y a pas de problème. Fait qu'il y a vraiment, tu sais, un paquet de facteurs qui vont rentrer en considération à certaines personnes qui, comme d'ailleurs dernièrement, il y a quelqu'un qui a décidé de sauter dans le train du faible en glucides, mais directement carnivore, et que c'était une personne très sportive, et que j'ai été obligé de dire à cette personne-là de recommander en pré-entraînement de prendre un peu de glucides. Et quand tu es carnivore, tu prends tes glucides comment? Bien, avec des produits laitiers, entre autres. Donc, de prendre, exemple, soit du lait ou de la crème ou généralement, mettons, du yogourt. De prendre un yogourt, de prendre des glucides avant l'entraînement, tout simplement le temps d'adapter. Un yogourt, c'est vraiment intéressant dans ce sens-là. Yogourt nature, nécessairement. Parce que le yogourt va emmener quand même relativement beaucoup de glucides. On peut facilement aller chercher un 30, 40, 50 grammes de glucides avec un yogourt qui va nous donner un petit boost au niveau de l'entraînement, mais ça va venir aussi avec du gras aussi. Donc, ça vient comme avec les deux et ça permet de comme confirmer au corps la transition qui est en train de se produire. Parce que le gros problème, c'est souvent quand tu es nouveau dans ce mode de vie-là, dans le faible en glucides, c'est que ta néoglucogénèse n'est pas optimisée. Et à partir de ce moment-là, tu ne produis pas assez de glucose endogène pour venir compenser le glucose exogène qui ne rentre plus. Donc, cardio-musculaire, endurance et grosse rando. Excellent. Donc, en cardio, OK, en cardio, idéalement, ce que tu fais, c'est de réduire l'intensité. OK, puis on a parlé dans le groupe, tu peux faire une recherche là-dessus sur Maffetone ou sur la zone 2. Tu peux réduire l'intensité un peu et là, tu vas travailler, tu vas travailler justement en zone 2, zone 3 max. Et donc, ça va te permettre d'optimiser l'utilisation des corps cétoniques et surtout des lipides. Donc, ça va permettre d'augmenter ta cétoadaptation dans ce contexte-là. Et après ça, et en endurance et en grosse rando. Et en endurance, grosse rando, ce que je te recommande à ce moment-là, ça va être de t'emmener soit des
voyons, du jerky, des jerky, parce que ça, tu vois, les jerky, généralement, c'est des protéines, pas beaucoup de gras, et ce que tu vas avoir besoin si tu commences à manquer d'énergie durant ta rando, ça va être un peu de protéines pour être capable de faire de la néoglucogénèse, entre autres. Et tu pourrais emmener aussi du gras pour compenser à ce moment-là. Puis c'est de voir ton ratio. Puis tu peux emmener aussi un yogourt aussi, là, parce qu'un yogourt, ça se conserve à la température de la pièce quand il est fermé quelques heures. Pas des jours, mais quelques heures. Et donc, c'est de voir à ce moment-là, durant ton activité, lequel qui te fait le plus de bien. Puis ça va être un mélange parce que tu vas être sur une transition. Mais bon, tout ça pour te dire, c'est grosso modo, c'est des petits tests que tu peux faire. Et c'est des tests que tu peux faire en attendant qu'on en parle la semaine prochaine. Guylaine, à quoi on peut s'attendre comme effet secondaire de passer de céto à carnivore? Céto depuis presque 5 ans, mais de plus en plus carnivore. Comme effet secondaire, je te dirais perte de poids. Ça, c'est une première chose, mais perte de poids, même, je te dirais, même pas une perte de poids, comme une modification de la composition corporelle. Parce que, je l'ai compté souvent, mais tu sais, quand moi je suis tombé carnivore, ça faisait 3 ans que j'étais céto, j'avais perdu tout le poids que j'avais besoin de perdre, je pesais 175 livres. Et quand j'ai fait l'expérience carnivore, pendant 1 mois, que j'ai finalement maintenu 6 mois, après 6 mois, ce qui est arrivé, c'est que je pesais encore 175 livres. Cependant, au départ, le 1er janvier, que j'ai commencé mon défi carnivore, mes jeans, c'était des 32. Et quand je suis arrivé le 1er juillet, puis que j'ai fait comme un bilan de mon défi carnivore de 6 mois, et à ce moment-là, je portais des jeans 28. Les jeans que je me suis achetés, c'était des 28. Fait que, donc, euh, donc, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, j'ai perdu 4 pouces à la taille sans perdre une livre. Fait que, tu sais, oui, comme Matécha dit, gain de muscle en carni sans nécessairement devoir t'entraîner comme un bodybuilder. Ça, c'est une des choses. Amélioration de la composition corporelle. Euh, Chez les femmes et chez les hommes, on peut voir une amélioration au niveau des hormones aussi. J'ai vu beaucoup de personnes qui ont vu une hausse de testo, amélioration chez les femmes au niveau de la préménopause et ainsi de suite. J'ai vu beaucoup de gens avoir des améliorations au niveau de la peau. Ça, c'est quelque chose qu'on se fait dire très, très souvent. La peau est plus douce, la peau est meilleure comme plus moins sec, là, et ainsi de suite. Euh, Ensuite de ça, il peut y avoir toutes sortes de modifications dans ce genre-là. Tu peux voir, j'ai vu beaucoup de gens qui ont vu des améliorations dans des conditions de santé qui ne savaient pas qu'ils étaient reliées à l'alimentation. Exemple, des douleurs à des articulations, par exemple. Bon, tu vois, regarde Cathy qui a son SPM, le syndrome prémenstruel, fini et disparu complètement. Ça fait que, tu sais, ça peut être des fois, j'ai vu des gens, ça, des douleurs au niveau des articulations, qui n'avaient aucune idée qu'ils avaient ça depuis 20 ans, 30 ans, qui n'avaient aucune idée que ça peut être relié à l'alimentation, et donc qui ont passé à l'alimentation carnivore pour le fun, juste pour faire le test, le défi, puis qu'au bout de 2 semaines, 3 semaines, qui ont constaté que les douleurs étaient disparues complètement. Fait qu'ils ont fait comme aïe aïe, je savais même pas que ça pouvait être relié, et ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça que tu peux voir au niveau des changements. J'ai vu des femmes me dire que leur cheveux s'est amélioré, leur chevelure s'est améliorée. J'ai vu des hommes qui avaient un début de calvitie, qui ont vu une repousse se produire, ainsi de suite. Donc,
il y en a énormément. Il y a énormément de choses qui vont, des effets secondaires. Et personnellement, à part les gens qui m'ont dit qu'ils s'ennuyaient qui trouvaient ça redondant, qui s'ennuyaient de la très grande diversité que tu peux avoir dans l'omnivore, et ainsi de suite, euh, ça, c'est le plus gros défaut de ce mode d'alimentation-là qu'on m'a rapporté, c'était ça. J'ai pas vu personne qui m'a dit qui était malade, qui avait vu la condition de santé se détériorer dans un carnivore qui avait fait comme il faut, là, selon le guide et tout ça. Il y a, il y a personne tu sais, qui m'a dit, là, j'en ai pas. J'ai pas. Je me souviens pas d'avoir vu personne qui m'a dit que leur condition de santé c'était dégradé suivant ça, suivant l'alimentation carnivore. Euh, cool, ça pour ça. Attends une minute. De 12 à 8 en gardant sensiblement le même poids dans les 6 premiers, Marilyn, les 6 premiers mois du défi. Absolument. C'est extraordinaire de 12 à 8 en plus. Bon, après ça, depuis 4 ans, j'ai pas mal toujours froid un peu l'été, mais chronique, je dirais, mon bilan sanguin. J'ai augmenté le gras, protéines et bref, à part, ok, il n'y a rien à faire des trucs. Oui, Karine, je vais te parler de ça. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé une question, il me semble que j'ai vu passer. Ah oui, Karine, tu me demandes, j'ai maintenu mon 28. Oui et non. Maintenant, je suis rendu à 30. Mais c'est pas du gras, je pense que c'est la masse musculaire, parce que je m'entraîne quand même un peu, là. Donc, même si je vois pas encore le six-pack, les abdos, parce que ils sont encore un peu trop protégés par une petite couche de tissu adipeux, je sens que au niveau abdominal, je suis plus fort, je fais des exercices pour ça nécessairement. Donc, je pense que c'est ça qui est arrivé de ce côté-là. OK. Bon, maintenant, Karine, tu vois, j'ai publié justement tantôt, j'ai répondu à une question sur les fameux gras bruns, gras beige, gras blanc. Ce qui régule la température chez l'être humain, OK, c'est le gras brun, le gras beige et le gras, pas le gras blanc. c'est, c'est justement ce qu'on appelle le gras brun, le gras beige. C'est quoi ça, dans le fond? C'est qu'il y a 3 types de cellules de gras dans le corps humain, le brun, le beige et le blanc. Le blanc, on va l'oublier tout de suite, c'est juste un garage à gras. Donc, c'est quoi? C'est un réservoir dans lequel on met du gras, ferme la porte, il ne peut pas rien se passer avec le gras, il va juste le stocker, il peut ouvrir la porte puis le renvoyer, mais il n'y a pas d'action qui se produit dans le gras blanc. Ça, c'est principalement le gras qu'on a partout à l'intérieur du corps. Maintenant, quand on vient au monde, un peu avant de venir au monde, notre corps va fabriquer du gras brun. Du gras brun, c'est quoi? C'est des cellules de gras qui est capable de brûler le gras à l'intérieur. Puis pourquoi il brûle le gras? Il brûle le gras juste pour dégager de la chaleur. Et pourquoi on produit ça juste avant de venir au monde? C'est pour que, au moment de venir au monde et durant les premières semaines, premiers mois de la naissance, la masse musculaire du bébé n'est pas suffisante pour produire assez de chaleur pour maintenir le corps du bébé à la bonne température. Et même le mécanisme du frisson, quand on a des frissons, ça c'est quoi? C'est des contractions courtes mais très 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 rapides des muscles qui fait que ça brûle du glucose et ça produit de la chaleur, donc ça augmente la température du corps. Ça, c'est le mécanisme chez les adultes. Chez les bébés, ce mécanisme-là, il n'est pas suffisant pour maintenir la température du corps. Donc, ils vont avoir ce gras-là qui est situé un peu en dessous des bras, là. OK? C'est situé à peu près ici, là, où il y a la clavicule puis tout. Et ça, c'est un gras qui peut brûler du gras juste pour faire de la chaleur. C'est le seul moment où on en produit du gras brun comme ça, c'est quand on vient un peu avant de venir au monde. Fait qu'on vient au monde avec une quantité X de gras brun, on la conserve tout au long de notre vie. Cependant,
étant donné qu'on grandit, on grossit de l'étape du bébé à l'étape adulte, bien, la quantité de gras brun devient, au ratio de la grandeur du corps, devient minuscule. Donc, on n'a pas, on peut plus maintenir notre chaleur avec le gras brun quand on est adulte. C'est nos muscles qui vont servir à ça. Mais, pour compenser aussi, parce qu'on ne veut pas toujours être en train de frissonner, donc pour maintenir la température, notre corps possède aussi, principalement au niveau du tronc, va posséder ce qu'on appelle du gras beige. Et la particularité du gras beige, c'est de pouvoir agir comme un gras blanc et un gras brun. Donc, il peut juste stocker du gras et il peut éventuellement agir comme du gras brun et brûler le gras qu'il contient pour produire de la chaleur. Et ce qui va déterminer qu'est-ce qu'il va faire, comment il va agir, s'il va agir comme du gras blanc ou brun, c'est entre autres l'insuline. Donc, quand tu as un taux d'insuline élevé, ton gras beige va agir comme du blanc. Il va migrer comme du blanc. Et quand ton taux d'insuline est très très bas, ton gras beige il peut agir comme du brun. Mais si tu as été, exemple, tu as eu du surpoids et que ton niveau de résistance à l'insuline est élevé et ainsi de suite, et que ton métabolisme est lent, puis tout le kit, ben à ce moment-là, ton gras beige va rester blanc. Il ne va pas migrer comme du brun. Il ne voudra pas le faire. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu forces ton corps à prendre ton gras beige et à l'emmener vers du gras brun. Agir comme du gras brun. Et ça, il y a différentes façons de faire ça. OK? En premier, quand tu as froid, ce que tu peux faire, OK, ça va être souvent, probablement, ça va être quand tu es à jeun, OK? Et à ce moment-là, quand tu es à jeun ou en jeûne prolongé, tu peux essayer de prendre des cuillères à soupe. Si tu es carnivore, de beurre, des tranches de beurre, des grosses tranches de beurre, ou si tu n'es pas carnivore, tu peux prendre des cuillères à soupe d'huile de coco. Ça va permettre d'avoir du gras et de produire un peu de chaleur. Ça, c'est la première chose. Mais un des mécanismes les plus importants, ça va être, exemple, l'exposition au froid. Donc, par exemple, tu peux prendre des douches froides ou finir ta douche complètement à l'eau froide, complètement. Et ça va forcer ton corps à prendre ton gras beige, puis à l'emmener à faire comme du brun, à agir comme du brun. C'est pas instantané, c'est quelque chose que tu dois faire. Au début, tu vas avoir de la misère à durer 15 secondes, mais tu sais, moi, c'est quelque chose que je fais maintenant, ça va faire quasiment un an que je fais ça, et plus. Mais ce que tu fais, c'est que tu commences avec de l'eau froide pendant 15 secondes. Après ça, la prochaine fois, tu essaies de monter à 20 secondes, à 30 secondes, et ainsi de suite, jusqu'à temps que tu puisses toffer 1 minute à l'eau froide, 2 minutes, 3 minutes, et 5 minutes, puis même 10 minutes à un moment donné. Puis après ça, ben, tu peux essayer les bains d'eau froide. L'hiver, tu peux essayer de sortir à l'extérieur le moins habillé possible pour t'exposer au froid pendant 10-15 minutes. Et l'exposition au froid, c'est une très bonne façon d'augmenter ta densité mitochondriale et de forcer ton gras beige à agir comme du brun. Ensuite de ça, l'autre chose, ben, c'est l'entraînement en musculation. Si tu augmentes ta masse musculaire, ben, tu vas avoir des muscles qui ont une plus grande capacité à produire de... ciao, Carla, il n'y a pas de problème. De toute façon, j'ai fini. C'est la dernière question que je répondais. Ça fait que tu manques à rien. Donc, c'est ça. Et en augmentant ta masse musculaire, tes muscles vont avoir une plus grande capacité à produire de la chaleur et vont pouvoir te maintenir un peu plus chaud de cette façon-là. Donc, les deux choses principales, c'est augmenter ta masse musculaire, augmenter ta densité mitochondriale, et ça vient avec le fait de t'exposer au froid, ces choses-là. Et ça va te permettre d'avoir moins froid. Et il y a des gens qui l'ont essayé.
C'est ça. Exactement. Combattre le froid par le froid, Karine. C'est direct ça. Sylviane. C'est sûr que quand on est frileux, c'est encore plus difficile. Mais c'est ça. Si tu veux, je ne sais pas dans quel coin tu habites, mais si tu habites dans un coin où il fait un peu froid l'hiver, tu peux commencer par t'exposer à l'air froid parce que l'air, tu sais, l'air froid, euh, le contact avec la peau, c'est moins brutal que l'eau. L'eau vient chercher notre chaleur directement, directement. Puis c'est pour ça que la douche, moi maintenant j'ai un bassin là, dans lequel je me plonge de l'eau à 8 degrés Celsius. Mais en Karine, cette île, ouais, mais tu vois, cet hiver, tu sortiras de voir. Tu vas être exposé au froid, je connais cette île. Et donc, euh, je me plonge dans un bassin parce qu'en me plongeant dans un bassin à 8 degrés Celsius, là, à ce moment-là, tout mon corps au complet il est exposé à l'eau froide et ça vient chercher ta chaleur. Donc, ça, c'est vraiment extrêmement intense. Vers 750. En Suisse, parfait. Fait que ça, excellent. L'hiver, il fait froid chez vous aussi. Donc, tu peux t'exposer au froid pendant l'hiver. Et tu vas voir, c'est moins brutal. L'air froid est moins brutal que l'eau. Puis après ça, tu migres vers la douche froide. Et après ça, tu peux aller vers les bains froids dans quelques mois. Donne-toi le temps. Et tu peux aller chercher sur Internet. Euh, c'est pas, moi j'appelle Jim, là, mais c'est pas Jim, c'est Wim Wolf, le Cold Plunge, Wim Wolf. Et je mettrai un lien là-dessus aussi tantôt. Ça fait que Cathy, t'es à Rouen, j'aime bien marcher sur mon balcon sur la neige, pieds nus, ça réveille, ça fait du bien, effectivement. Donc, c'est ça, groupe. Ça fait finalement Wim Wolf, c'est ça, exactement, Cathy, exactement. C'est exactement ça. Donc, avec lui, il y a une méthode de respiration aussi avant d'entrer en l'eau, puis de méditation pour pouvoir mieux le tolérer, là. Mais oui, exactement, Karine, les bains froids, c'est pour ça que moi, là, cet été, j'en prenais quasiment tous les jours. Là, j'ai diminué un petit peu parce que je manque de temps le matin. Mais à chaque fois que je vais courir, que je fais des grandes rides de vélo, et ainsi de suite, je vais faire un plongeon pour améliorer justement ma récupération. Donc, groupe, je vous remercie infiniment pour votre participation. Ça fut très plaisant et on se donne un rendez-vous pour un Facebook Live le week-end prochain et on va parler du carnivore et de l'activité physique. Ciao, gang!